Par Monsieur Arnaud Upensky. Il a déjà fait dans le cadre du cercle un exposé sur le Saint-Suaire il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je l'ai invité pour parler de l'Académie française. Petit détail anecdotique, il a été candidat contre un certain Makin qui se fait passer pour anticommuniste alors qu'il est venu absolument légalement en France comme lecteur de français d'ailleurs l'une de mes amies. Enfin, ça c'est un petit détail. On va parler de l'Académie française, qui a été fondée par Richelieu. Il ne faut pas oublier que Richelieu était un homme extrêmement cultivé, un prélat de la contre-réforme, il était un excellent évêque diocésain, quelqu'un qui maniait parfaitement la langue. On a quelques écrits de lui, entre autres un livre qui a été réédité récemment, Le devoir du chrétien politique. Il s'est toujours intéressé non seulement aux arts mais aux lettres, et il a groupé quelques amis autour d'un certain Conrad, dont certains lui servaient plus ou moins de porte-plume. Donc en 1635, l'Académie française est créée et le but était de veiller au rayonnement et à la pureté de la langue. Alors je ne refais pas un cours de français, la Pléiade, Malherbe. Et théoriquement, l'une des missions de l'Académie était veiller aux règles du bon usage. Alors des fois, elle s'est fourvoyée, on peut penser à la querelle du Cid, peu importe. Le deuxième personnage qui jouera un rôle très important dans cette vénérable institution, c'est le sire Napoléon, qui va confectionner pour les académiciens le costume et le règlement. Et il faut savoir que cette institution a été copiée un peu partout à l'étranger. Et que peut-être c'est une vieille dame un peu à bout de souffle, et certainement il y a beaucoup de problèmes qui vont être évoqués lors de votre... que je ne voudrais pas déflorer, que vous allez aborder. À vous la parole. Non, s'il vous plaît. Bon, en premier lieu, je tenais à remercier frère Thierry de m'avoir invité pour remplir un vide qui est celui qui a entouré la dernière élection à l'Académie française. Et en l'écoutant, je pensais à l'Académie Lamoignon, qui a joué un rôle très très important et dont on ne parle pas, puisque Lamoignon, donc le cercle Lamoignon, l'Académie Lamoignon, est le lieu où notamment l'art poétique de Boileau a été conçu. Bon. Et donc ce cercle réunissait des théologiens, des philosophes, des historiens, et donc a été trépassé sous silence. Alors, en introduction, donc le sujet c'est l'Académie française et la défense de la langue. Et j'avais proposé la reconquête de la langue. Et donc nous en parlerons. Donc ce que je souhaitais, c'est placer cette heureuse rencontre sous l'égide du traité du Grand ou du Sublime et des modernes de René Rapin. C'est-à-dire que nous allons poursuivre un but qui a un rapport avec le sublime. Et j'ai bien entendu ce qu'a dit le frère Thierry sur la question de l'usage, la pureté, le bon usage, le rayonnement. Et donc c'est important, c'est de bien comprendre tous les enjeux qui sont derrière avec cette vieille dame, qui sont les vrais enjeux. Je suis là pour vous donner le dessous des cartes. Bon. Donc je vais vous proposer une vision qui est attachée au sublime, des principes qui sont appelés classiques et qui remontent à des vues générales, puis des clés de compréhension, une grille de lecture, et la base de cette grille de lecture, c'est qu'il y a le langage représente une société. Donc dans un livre que j'ai ici, pour ceux qui s'intéressent, s'appelle La tête coupée, la parole coupée, donc j'explique bien que ce qui est fait dans le langage se traduit dans la société. Un exemple célèbre, c'est le « Qu'est-ce que le tiers-état » de CIS. Disons, la Révolution et la guillotine en particulier a fait
dans l'ordre social ce que qu'est-ce que le tiers-état a fait en littérature. Donc déjà vous avez une correspondance, vous pouvez regarder la société et savoir quelle est sa littérature, et sa langue, et quelle est sa langue, et quelle est la société que ça donne. Ensuite, je vous proposerai une solution. C'est ce qui manque en général dans tous les nombreux écrits que nous voyons circuler, c'est que la situation est celle d'un médecin qui est devant un malade, et tout le monde dit, tiens, il est malade, il a de la fièvre, il souffre. Bon, ça, il y a beaucoup de personnes qui sont candidates. Mais quand il faut poser un diagnostic, il y a déjà plus grand monde, voire personne. Et quand il s'agit de la solution et du remède, alors là, il y a vraiment plus personne. C'est ce qui rend un peu lassant certaines lectures actuellement. Et enfin, je lancerai un appel en conclusion. Donc, mais la conclusion que je vais vous proposer est tellement forte que je suis obligé de la placer sous la protection, c'est ce que j'ai fait dans ma lettre de candidature, de personnages incontestables, avec des preuves incontestables. Donc, je me référerai à Druon, qui est le précédent secrétaire perpétuel de l'Académie, à Maurice Schumann, l'homme politique bien connu, à Madame Hélène Carrère-Dancause, le secrétaire perpétuel de l'Académie, et puis même à quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Franck Ferrand. C'est-à-dire que je vais arriver par des voies directes, quoique un peu détournées, à des conclusions insupportable et donc bénéfique, puisque tout bon médicament est forcément dangereux, mais vous verrez que la démonstration que je vais vous faire, évidemment, est totalement confirmée par les personnalités incontestables qui disent que j'ai cité. Donc, nous verrons que la sémantique est l'arme la plus puissante au monde, on pourrait presque dire la seule qui existe vraiment. Napoléon disait qu'il y a deux armes, le glaive et l'esprit, et que c'est toujours l'esprit qui finit par l'emporter. Donc allons directement à l'esprit, si vous voulez. Ensuite, nous verrons que nous avons un seul ennemi, nous verrons lequel, et nous nous poserons une question, pourquoi tant de haine dès que l'on commence à défendre la langue française? Et là, nous aurons l'occasion, vous me le rappellerez si j'oubliais, de parler des faux dévots de la langue française. Pour commencer par la fin, c'est comme l'agriculture, j'étais au salon de l'agriculture, tout le monde aime les agriculteurs, tout le monde aime l'agriculture, il n'y a jamais autant d'amoureux de l'agriculture, et l'agriculture s'est jamais portée aussi mal. Et pour la langue française, c'est la même chose. Bon. Vous ne verrez aucun ennemi de la langue française. Bon. Alors, pour atteindre cet objectif, donc selon la bonne méthode classique, je vais vous proposer le plan suivant. Nous allons commencer par partir du contexte, qui est extrêmement riche. Puis, nous verrons les conditions dans lesquelles l'Académie a été créée. Le frère Thierry en a parlé, mais moi je vais vous en parler du point de vue des processus qui ont conduit à cette création. Ensuite, l'Académie française, qu'est-elle? Comment définir? Vous savez que la méthode classique commence toujours par une définition. Comment définir? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vieille dame? Est-ce que c'est autre chose? Donc nous verrons ce qu'est l'Académie française, puis la période glorieuse du triomphe de la langue française, qui est contenue dans le mot immortalité. Ne demandez pas aux académiciens pourquoi il y a le mot immortalité, ils seraient bien en peine de vous répondre. Ensuite, nous verrons la question de la défense de la langue française, qui apparaît. En général, on ne commence pas par se défendre. S'il y a une défense, c'est qu'il y a peut-être un problème. Enfin, sur l'autre versant, nous aborderons l'échec, l'insuccès de la langue française, puis la question de la reconquête qui se pose, qui a été posée, nous verrons comment. L'élection, la question de cette élection, et puis nous terminerons par la conclusion. Donc commençons par tout simplement par le contexte. C'est un contexte qui est d'une richesse extrême. Nous vivons un drame. Nous vivons un drame, c'est que la langue française, dans ce qu'elle a vraiment d'essentiel, est en péril de mort comme l'Académie. C'est ce que j'écris dans ma lettre de candidature. Vous avez eu la bataille de l'orthographe. Et si je vous demandais où elle en est, vous seriez peut-être en peine de répondre, parce qu'il y a des bruits contradictoires. Bon. Mais donc c'est un moment extrêmement important qui a été manqué par l'Académie. Et puis les attaques de l'Académie française, justement, puisque c'est la première fois que Madame Carrère-Dancause, d'ailleurs, ne comprend pas, apparemment, que, disons que la population, les Français, se sont dressés et ont manifesté leur colère
à l'égard de l'Académie française, parce que comme je disais tout à l'heure à table, il vaut mieux ne pas avoir de médecin que de croire que l'on en a un. C'est plus rassurant. L'élection, la censure de cette élection, puisque la couverture médiatique, je vous en parlerai, a été inexistante en positif, c'est-à-dire qu'il y a eu un espace qui a été occupé pour que ce qui devait se dire n'ait pas été dit. Et puis, le contexte actuel, c'est cette cacophonie, c'est cet excédent de langage, partout, tout le monde parle, tout s'exprime, c'est, dit-on, la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, c'est la liberté quand même de dire quelque chose. Et actuellement, vous avez des redites, et on pourrait dire d'une certaine manière que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de conclure. Et un des messages que je voudrais vous faire passer, c'est que le classicisme, le classique, est la seule manière d'inventer et de conclure. Et quand vous avez abandonné les méthodes, les outils classiques qui remontent évidemment aux Grecs et aux Romains, eh bien vous avez un langage qui n'existe plus. Et j'ose cette comparaison. On peut dire que la cohue féodale est troupe de ligne, ce qu'est actuellement la cacophonie à la pensée. Bon. C'est-à-dire que quand vous prenez l'art militaire, eh bien vous voyez qu'effectivement certaines inventions ont permis effectivement de triompher. Et ce dont je voudrais vous parler, c'est pas tant de la défense du problème à la française, c'est de la manière de reconquérir, évidemment, ce terrain qui a été perdu. Et je vais vous poser une question d'introduction, parce que ça nous mènera à la conclusion. J'ai mon idée. Qui a lu ce livre, La défaite de la pensée, d'Alain Finkielkraut? Vous l'avez lu? Ah, et vous aussi? C'est important. Alors, je l'espérais pas tant, mais puisque vous avez lu, est-ce que vous pourriez, mais vous n'êtes pas obligé si ça prend un peu trop de temps, me dire ce qui est à retenir? Quelle est la conclusion? Alors en ce qui me concerne, très franchement, je l'ai lu à plusieurs reprises et je trouve que c'est un livre sans aucun intérêt. C'est une réponse. Sans aucun intérêt, et je ne pourrais même pas vous en parler parce qu'il ne dit rien. C'est un titre magnifique, mais il n'y a rien dedans. Et alors pourquoi l'avez-vous relu plusieurs fois? Pour essayer de... parce que je me méfie souvent de moi-même, je suis un peu dur, et j'essaie quand même de... Je me dis s'il a été édité chez Gallimard, etc., il y a peut-être quelque chose. Bon. Or, très honnêtement, il n'y a rien. Bon. Eh bien écoutez, bravo, là vous avancez, il y a peut-être quelque chose. Mais nous en parlerons. Et vous, éventuellement, est-ce que... Dans ce bouquin, Finkielkraut tente de s'élever contre le relativisme ambiant et défend en fait un humanisme qui n'hésite pas à hiérarchiser les valeurs. Il considère, je crois qu'il y a une phrase où il explique en gros, pour un populiste russe de la fin du 19e, Shakespeare vaut moins qu'une paire de bottes. Alors, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais si nous sommes dans le sujet, qu'est-ce que la pensée? Comment conclure? Et que voulait-il vraiment dire? Peut-on le savoir? Et comment faire cet exercice qui n'est plus fait nulle part? C'est l'analyse littéraire, la critique littéraire. Il n'y a plus de critique littéraire. Voilà. Bon. Mais merci en tout cas et bravo, parce que quel courage, quel courage. Bon. Alors, excusez-moi, pourquoi dites-vous que c'est du courage? Non, écoutez. Ben vous avez relire plusieurs fois un livre dans lequel on pense qu'il n'y a rien, c'est quand même, c'est la santé. C'est peut-être de la santé. Voilà, c'est peut-être de la santé. Excusez-moi, soyons précis. Soyons précis. Alors, nous allons donc, ce contexte, je vous l'ai décrit, c'est un contexte qui est absolument dramatique, parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui est dans le langage se traduit dans la société, et lorsque vous avez, mon thème favori, la tête coupée, effectivement, ben, tout le reste va mal, puisque c'est de la tête que par le reste, et le logiciel, peut-on dire, l'unité arithmétique et logique qui fait fonctionner une personne, évidemment, c'est la langue. Et donc, si vous voulez détruire quelqu'un, vous détruisez son langage, et si vous voulez, au contraire, le ressusciter, eh bien, vous ressuscitez sa langue. Voilà le début de mon projet. Alors maintenant, vous avez on a assisté donc à cette population en révolte, on a assisté à 80% des Français qui ont déclaré être opposés à la réforme de l'orthographe, et vous l'avez noté probablement, c'était sur le site Atlantico, 87% de ceux qui n'ont pas de diplôme, ce qui prouve que les diplômes n'arrangent rien, sont encore plus opposés que les autres à la réforme de l'orthographe. Donc c'est une vague immense sur laquelle il fallait aller plus loin, c'est ce que j'ai proposé à Madame Carrère d'Encausse,
et ceci n'a pas été suivi. Voilà. Alors, ce que je voulais dire également, donc, il y a ce contexte. Dans ce contexte, il y a mon action. C'est-à-dire que, pour ceux qui me connaissent, il y a donc déjà bien des années, dans les années 70, je me suis opposé à la réforme des mathématiques modernes. Ce n'est pas mon objet de vous en parler, mais il y a eu la destruction du cerveau scientifique qui a été opérée à cette époque, d'où la crise actuellement. J'avais annoncé avec d'autres membres mathématiciens que dans 30 ans nous aurions une crise. On a détruit en gros les outils de la connaissance, qui sont la curiosité, qui sont la démonstration, et nous avons maintenant un ministre qui nous dit qu'on s'ennuie à l'école. Vous commencez à le comprendre, aucun de mes élèves ne s'est jamais ennuyé avec moi. Bon. Alors, il y a un divorce entre le pouvoir et la population, vous le savez, et donc je me retrouve, c'est ce qui est assez grisant d'une certaine manière pour moi, dans la situation de la réforme des mathématiques modernes. Mais bien plus difficile, nous allons le voir. C'est-à-dire que quand j'appelais évidemment la presse, parce que j'étais très médiatisé, les plus jeunes d'entre vous doivent se le rappeler, dans les années 80, donc je passais régulièrement, j'étais ce qu'on appelle un marronnier, dès qu'il y avait quelque chose à dire sur la réforme des maths, la sélection par les maths, la crise des... Donc on m'appelait, et donc j'avais toujours une oreille attentive, parce que j'avais affaire ou à quelqu'un qui aimait les maths, donc je lui disais ce qu'il fallait lui dire, ou quelqu'un qui avait été un sinistré dans les maths, et je lui disais c'est dramatique. Donc j'avais écrit 2 livres, La perversion mathématique pour les uns, et puis Clé pour les mathématiques pour les autres. Donc on est dans cette situation dans laquelle la langue française n'est ni de droite ni de gauche, en principe. C'est l'apanage commun, donc tout le monde doit défendre la langue. Puisque comme je l'ai dit, la langue, c'est l'outil qui nous permet de penser, et si la langue se porte mal, c'est dramatique. Mais les Français qui se sont soulevés contre la réforme de l'orthographe ont bien senti que c'était une révolte contre la destruction de la langue et de leur dignité. Et ça, nous en parlerons. Que c'est une perte d'identité, c'est même perdre, d'une certaine manière, la perte de l'identité totale, puisque c'est la perte de la pensée. Donc c'est le support de l'identité. Donc ils ont manifesté qu'ils étaient attachés viscéralement donc, à leur langue, et nous sommes devant une crise de la langue, qui est une crise de la culture, qui est une crise de la civilisation, et donc ce à quoi j'invite, c'est une révolution de la langue, c'est-à-dire une révolution politique. Nous avons une révolution de la langue, effectivement, qu'il s'agit évidemment d'inverser. Alors, donc, ce que je vais vous dire dans le domaine, maintenant, le plus important, c'est de comprendre le miracle de la langue française. C'est-à-dire que Madame Carrère d'Encausse répète, c'est toutes choses qui sont dites, du mystère de l'Académie. C'est de quoi le mystère de l'Académie? Bon, ça repose sur le miracle de la langue française. Parce que tout le monde dit il faut préserver la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que nous allons voir. Bon. Alors, donc maintenant, l'Académie française, je ne vais pas vous faire l'historique, ça serait un petit peu long, mais elle est le résultat du miracle français, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la France, vous le savez, joue un rôle très essentiel, on peut dire le premier rôle, d'une certaine manière, dans la civilisation moderne. Aucun pays sur une map monde ne peut occuper la place de la France. C'est pour ça que c'est l'ennemi préféré de l'axe anglo-saxon, parce que la France représente, pour des raisons historiques, le réceptacle de tous les éléments de civilisation depuis les Grecs. Bon. Et quand vous avez un président de la République qui dit la France est grande, il ne sait pas pourquoi, il est incapable de le dire, on ne sait pas où dire qu'il est franc. Quand notre président veut parler de l'identité, il est incapable de mener le débat, parce que c'est un sujet qui est innommable, qui est imprononçable. Alors, la langue, l'Académie, c'est... Elle est le résultat d'une gestation. Il y a eu, bon, on peut remonter à François Ier, donc la royauté renforce la langue, l'usage de la langue, la rend obligatoire à la place du latin, et petit à petit, pour ne pas l'oublier, je vous l'indique, c'est que le latin est remplacé par le français. Et là, on a déjà une clé de compréhension, c'est-à-dire que la langue de l'intelligence, c'était le latin, et si vous vous demandez quelle est la langue dans le monde moderne qui est éligible à l'intelligence, ben je vous le dis déjà, ce n'est que le français, puisqu'on peut dire que l'anglais est un avorton du français.
Bon, j'en discutais avec un professeur éminent des langues anglaises, il dit c'est le résultat d'un tremblement de terre, enfin, c'est rien du tout. La langue anglaise, on peut dire, c'est un... Bon. Alors, ce que... Donc, dans le... Je vais en venir rapidement, pour ne pas vous... faut regarder pour la fin, c'est que le point important, c'est fixer. Le mot fixer. C'est-à-dire que quand vous avez... c'est ce que font les photographes, quand vous avez une chose qui est géniale, il faut la fixer. Or, au XVIe siècle, l'Académie le rappelle sur son site tout de même, c'est que les choses bougeaient. Bon, le français est en train de se créer, et évidemment, les auteurs qui sont souvent prétentieux se disaient c'est dommage parce que dans un siècle on ne pourra plus me lire. Des témoignages, au XVIe siècle, en pleine guerre de religion, en pleine guerre de... Bon. Et donc, l'idée de fixer la langue apparaît, mais fixée pas uniquement pour que les auteurs puissent être lisibles, mais pour les... Et je dis quand même une chose très importante, c'est vrai pour l'orthographe, c'est l'élément merveilleux, c'est que nous avons la possibilité d'être les contemporains des auteurs du XVIIe, voire du XVIe siècle. Et c'est pas une mince affaire quand on voit la pauvreté des auteurs actuels. Donc nous sommes les contemporains de tous ces siècles. Et c'est ce que les autres académies, il en a été question, nous envient, c'est qu'en fait le français est stable. Et alors quand on entend ce qu'on entend sur le fait qu'il faut être vivant, il faut bouger, c'est un petit peu comme si on disait, finalement les routes doivent évoluer, hein, et donc il faut les changer en permanence. Il faut que les routes soient stables pour que les véhicules circulent. Eh bien, pour que la pensée circule, il faut évidemment que les bases qui permettent la discussion, c'est-à-dire la syntaxe, la grammaire, voire le dictionnaire, ça c'est bon. Et donc, cette idée de fixer, c'est la clé. Alors évidemment, vous avez un certain nombre d'académiciens complexés, que je connais, qui se croient obligés de dire, madame, bon, qui se croient obligés de dire, mais nous sommes très libéraux, nous ne sommes pas opposés au changement, nous ne sommes pas du passé, c'est une phrase de madame Carrère d'Ancos. Alors on ne peut pas à la fois se recommander de Richelieu et dire qu'on n'est pas du passé. Mais en quoi sommes-nous du passé? C'est ça la question, c'est pas d'être ou de ne pas être du passé ou de l'avenir. Bon. Et là nous sommes dans la question du questionnement de la langue, qui est la question essentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des lettrés, vous avez des théologiens, c'est extrêmement important, vous avez des philosophes qui se réunissent, d'abord en privé. Et le grand problème de l'Académie, j'y pensais ce matin, c'est qu'elle s'est fixée justement elle-même. C'est-à-dire que Richelieu ne voulait pas qu'elle ait de lieu justement pour se déplacer, bouger et ne pas être institutionnalisé. Il a été rappelé que Napoléon, toujours lui, qui est là, a donné un uniforme, tout est dit. Il a donné l'uniforme, mais le personnage important, puisque ce n'est pas le deuxième personnage important, Napoléon, qui est un personnage qui n'est pas important du tout, c'est Louis XIV. Et avant Louis XIV, Louis XIII, bien entendu. Et avant Louis XIII, de cette manière, Richelieu. Bon. Et donc, l'idée vient de fixer. Alors, ce qui est très très important, on parle beaucoup de l'ascenseur républicain. Mais ce qui est important, c'est l'ascenseur royal. Puisque l'ascenseur royal, c'est ce qui vous met au pinacle. Bon. On dit c'est royal, on ne dit pas autre chose. Et donc, le rôle de la royauté, c'était effectivement de consacrer l'excellence et de donner des statuts pour que l'excellence dure. Parce que la difficulté, c'est de durer. Bon. Et alors, donc, l'Académie est créée par les lettres patentes, mais ce qui est très très important, elle est greffier, c'est le terme de Madame Carrère d'Ancos, et non pas juge, qui est le terme de Druon. C'est-à-dire que l'Académie doit être juge, elle doit donner, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas, et actuellement, elle suit le mouvement, nous en reparlerons tout à l'heure. Et elle doit permettre de traiter les arts et les sciences. Et le drame actuel, qui était incroyable à l'époque, c'est que la langue n'est même plus capable de se traiter elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une carence de la langue telle, nous en parlerons tout à l'heure, que la langue française est attaquée sans que la langue permette elle-même de comprendre ce qui l'attaque. Et dans ma candidature, l'attaque qui a été faite contre l'Académie française, je vous en parlerai moi-même, utilise des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire de l'Académie française. C'est-à-dire que pour être compris, et donc il n'y a plus de débat. Pourquoi n'y a-t-il plus de débat? Parce que pour qu'il y ait débat, encore faut-il qu'il y ait des règles de débat. C'est-à-dire qu'un débat, ce n'est pas émettre des mots, c'est de progresser d'une thèse ou d'une problématique vers une conclusion certaine. C'est ça un débat. Et si vous lisez, comme j'ai été amené à le faire, la déontologie des journalistes, vous verrez qu'ils sont bien obligés de reconnaître qu'il faut dire quelque chose de vrai.
Mais ce n'est pas ce qui se passe, bien entendu. Donc, il y avait les 4 ouvrages, et bon. Et donc, alors, voici la base donc, de la fonction de l'Académie française. Et alors, on vous dit, c'est ce qui est dit, je suis désolé de la citer, c'est Madame Cardancause, qui dit que l'Académie doit suivre l'usage. C'est totalement faux. D'abord, ça serait le bon usage, mais la langue ne s'est pas faite d'une manière anarchique. Un exemple que vous pouvez retenir, c'est en 1532. 1532, c'est facile à retenir, c'est le rattachement de la Bretagne à la France. Eh bien, vous avez Marot, qui avait fait, pour faire plaisir, j'allais dire pour le bon plaisir de François Ier, qui avait établi la règle des participes, de l'accord des participes, d'ailleurs, en se basant sur l'italien. Donc, à un moment donné, il y a un acte de l'intelligence qui établit une règle. Bon. Et justement, ce qui était le propre de la royauté, c'est qu'elle groupait, dans le meilleur des cas, autour d'elle l'excellence, c'est-à-dire qu'elle exprimait la royauté du peuple par cet ascenseur qui permettait aux meilleurs esprits de se retrouver et par ce qu'on appelle actuellement l'interdisciplinarité, permettait d'arriver à produire l'excellence. Et ce qui est excellence, on la lit dans les arts et on la lit dans la langue française. Et c'est ce miracle de la langue française, c'est d'avoir fait historiquement cette langue de l'intelligence. Et le drame, c'est que cette langue de l'intelligence est désarmée devant une attaque qui ressemble beaucoup à une bêtise, mais qui est une intelligence d'une perversion assez difficile à imaginer pour ceux qui avaient constitué la langue française. Alors, vous avez donc ce triomphe de la langue française, vous en connaissez l'histoire, finalement, et donc c'est tout à fait, c'est un projet fou à l'immortalité, et Louis XIV, par son rayonnement solaire, projette finalement la gloire de la langue française, et cette capacité qui avait été établie par les meilleurs esprits à travers le monde entier, et plus que la langue française, à partir du traité de Rastatt en 1714, devient la langue des cours des meilleurs esprits. Et je tiens à dire, pour ne pas l'oublier, parce que là encore, certains académiciens ont dit qu'il fallait que le peuple s'exprime dans la langue française. Ben, disons-le tout de go, qu'est-ce que c'est que le français au départ? C'est le francien, c'est-à-dire c'est le patois du roi. C'est-à-dire que vous voyez le chemin franchi, au départ, c'était un pur patois, mais comme ceux qui connaissent la vigne par une greffe, eh bien par la greffe de l'intelligence sur ce patois, cela a donné la langue de l'intelligence, et je le dis tout de suite, qui est le latin des modernes. L'ambition de l'immortalité, c'est que le latin était la langue de l'immortalité. Je vous rappelle que plus que millénaire. Bon. Et le français doit remplacer, donc il faut qu'il soit immortel pour permettre à tous les esprits et à l'intelligence dans le monde entier de communiquer, de s'exprimer et de participer à l'excellence. Et donc, la langue française, comme le dit d'une manière extraordinaire Maurice Druon, il dit que la langue française a résisté à Waterloo, elle a résisté à Sedan, mais elle n'a pas résisté à Verdun. Et donc ça veut dire que cette langue, qui était la langue universelle, reconnue universellement, a été trahie en 1919, merci pour ceux qui sont morts, par un certain Clémenceau, que l'on appelait l'English. Et là, vous avez une figure extrêmement importante à comprendre. C'est qu'on ne pense pas la même chose dans une langue et dans une autre. Je sais qu'il y a des financiers parmi vous, j'ai connu un financier qui me disait, quand je pose mon problème financier en anglais ou en français, je n'ai pas le même résultat. C'est-à-dire que de même que quand vous regardez une statue, c'est la statue qui vous sculpte, eh bien quand vous utilisez une langue, c'est la langue qui vous imprime ses valeurs. Et comme le dit Ferdinand Bruno, comme le traité de Versailles a été constitué en anglais, donc pensé en anglais, puis traduit en français en anglais, eh bien, elle a donné un résultat favorable aux Anglais. C'est-à-dire que le simple fait de faire un traité dans une langue, c'est au profit de cette langue, et derrière cette langue, vous avez évidemment la défaite de la langue française qui a conduit, comme chacun sait, à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il est capital
de traiter dans sa langue, et sa langue, évidemment, c'est l'arme absolue. Alors, donc ça, tout ceci, c'est le triomphe de la langue française. Et je dirais juste deux choses sous cet angle pour vous montrer la relation ontologique nécessaire entre la langue et les résultats politiques et économiques. C'est que vous avez, pendant la Fronde, vous avez la langue qui est totalement chahutée. C'est-à-dire que la langue va à contre-pied toutes les règles. Et lorsque Louis XIV revient, donc et à partir de 1660, l'ordre se rétablit, comme le classicisme. Vous avez, avant la Révolution, vous avez le langage qui devient, qui est perverti. Vous avez dans les années 17, sous l'influence de Dubarry, vous avez le roi qui commence à parler grossièrement et le dauphin qui utilise des gros mots. Et ça vous conduit. Donc vous avez des signes. Et là, actuellement, il faut savoir lire les signes de la destruction de la langue française qui amène la destruction de l'économie, des positions dominantes, de la richesse, de la culture et du pays. Alors nous arrivons maintenant à la défense. À la défense de la langue française. Alors, effectivement, si vous allez sur le site de l'Académie, bon, dans mon métier d'audit, j'ai toujours exercé procédé de la manière suivante, vous regardez si une institution a des règles, et puis vous voyez si elle applique. Bon, l'Académie se présente comme défendant la langue française. Bon. Et je vais quand même donner une définition qui était de Maurice Druon, quand même importante, c'est que Maurice Druon disait « L'Académie est l'expression la plus haute de l'identité de la nation, et comme l'incarnation de la France, c'est une idée qui nous appartient maintenant de faire vivre. » Or, si vous prenez les derniers crus de l'Académie française, vous prenez les trois derniers candidats qui ont été élus, eh bien, si vous considérez que le renouvellement d'une académie, c'est le renouvellement des cellules, si vous constatez que vous remplacez des cellules saines, éventuellement par des cellules cancéreuses, vous avez compris la finalité bon. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a suivi, en deux mots, la dernière élection, et pourrait dire quelle est la caractéristique du dernier élu qui était Andrei Makine? Bon, là, c'est une question que nous pouvons voir. Alors, nous continuons maintenant sur la suite. C'est que, pour aller maintenant, vous avez cette défense. Alors, pour être juste, bien entendu, il faut dire que l'Académie a posé un certain nombre de faits à partir de... Il y avait Maurice Druon, dont nous parlerons, qui était l'ancien secrétaire perpétuel, mais après l'élection de Mme Carré-Dancause, donc Mme Carré-Dancause, l'Académie, sous son égide, si je peux dire, a émis évidemment des signaux disant que les choses n'allaient pas. Le 6 avril 2000, il y a une déclaration de l'Académie qui a été citée par la presse, mais tous ces faux dévots de la langue française sont restés sans voix. La déclaration parlant de la politique d'amoindrissement des filières littéraires, qui depuis 2 décennies sont sur le point de parvenir à éliminer presque complètement de notre enseignement la connaissance et le goût de la littérature. Vous vous rendez compte? Le 6 avril, l'Académie, c'est sur le site, énonce cette chose, on ne peut plus inquiétante, éliminer presque tellement. Et il est dit que maintenant, la langue française et ses outils sont des ennemis à détruire. Vous vous rendez compte? Donc vous avez ces déclarations qui sont faites et qui sont bien faites. Là, l'Académie a eu raison, bien entendu, de lancer ce cri d'alarme. Pas de réponse. Alors comment peut-on dire? Toutes ces institutions, vous connaissez, qui défendent la française, les associations, etc., rien. Aucun plan d'action derrière. On vous annonce que le Titanic est en train de couler et rien ne se passe. Mais ensuite, le 21 mars 2002, il y a eu la déclaration sur le rôle des genres. Donc disant qu'effectivement, ça a constitué disons que des ghettos. Et effectivement, je ne vais pas vous en faire la démonstration, mais vous le savez, le fait de violer les genres déstabilise complètement la syntaxe, et c'est le but, la syntaxe de la langue française. Mais il y a eu autre chose aussi, une autre déclaration de Mme Carré-Dancause, c'est de dire que dans le plus grand secret, alors le mot secret est important, nous en parlons tard, dans le plus grand secret, chemine l'idée qu'il doit y avoir 2 enseignements maintenant. L'enseignement réel de la littérature, c'est-à-dire le contenu, et puis pour les autres, les esclaves,
des tuyaux pour les perroquets. C'est hallucinant, mais quel est le plan d'action? Donc, que doit-il faire? Alors, je vous rappelle quand même une chose importante, c'est qu'effectivement, l'Académie est inséparable de la royauté. Elle est inséparable. Alors, on pourra dire de la politique. Et Madame Carré d'Encausse, dans son livre, Des siècles d'immortalité, rappelle toujours, il y a un rapport, et Pélisson, le premier historien de l'Académie, a bien dit que le sort de la langue française serait le sort de l'État. Très inquiétant. Le sort de l'État, l'avenir de l'État. Bon. Et donc, le protecteur de l'Académie, le premier protecteur royal, c'était Louis XIV. Et le président actuel de la République est le protecteur de l'Académie. Ça en parlait. Or, que fait-il? Que fait-on? Et donc là, vous avez une haute trahison, la plus haute trahison, qui est la trahison sur la langue, c'est que là, les choses sont claires. C'est ni de droite ni de gauche. C'est-à-dire que la langue est notre trésor commun, que personne ne niera officiellement, mais la trahison, c'est que la destruction du français est totalement engagée. Alors, ça nous mène où? Ça nous mène, donc je vous ai donné ces déclarations qui indiquent bien que c'est la fin, c'est la destruction. Bon. Alors, Madame Carré d'Encausse, effectivement, donne 3 causes. Parce que s'il y a un malade, je vous ai parlé de diagnostic, comment se fait-il que ça aille si mal? Alors, la première cause, c'est de dire que c'est l'anglais. Bon. L'anglais, nous sommes envahis par les Anglais. Bon. La deuxième cause, c'est ce qu'on pourrait appeler l'échec de l'école. L'école ne transmet plus. Et puis la troisième, c'est ce qu'elle appelle les élites, le désintérêt des élites. Mais enfin, 3, c'est trop. C'est-à-dire qu'en fait, si on résume tout ça, ben c'est la trahison du politique. C'est la trahison de la tête politique. Parce que l'école, qui fait les programmes? Ben évidemment, c'est le gouvernement. Bon, si les Anglais rentrent, eh bien c'est qu'on leur ouvre les portes. Bon. Et si les élites, soi-disant, parce qu'il ne faut pas appeler élite ce qui ne dit pas élite. Bon, ce ne sont pas des élites, évidemment, puisque l'élite, je vous le rappelle quand même, au XIIe siècle, l'élite, c'était ceux qui étaient reconnus comme les meilleurs, et puis vers le 1930, ça devient ceux qui sont au premier rang. Mais ceux qui sont au premier rang ne sont pas forcément les meilleurs. Vous voyez les petits services que peuvent... Donc, ce ne sont pas des élites. C'est une trahison des apparatchiks, ou des dirigeants, on les appelle comme on veut. Donc là, évidemment, on arrive à une chose que les académiciens n'aiment pas, c'est que c'est le respect de l'ordre établi, ou du désordre établi. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans la situation qui avait été très bien décrite par Saint-Just, qui disait « Le peuple n'a pas de pire ennemi que son gouvernement ». Nous avons un gouvernement qui est l'ennemi de son patrimoine, qui est l'ennemi de sa langue, qui est l'ennemi de sa culture, qui est l'ennemi de son école, et j'en passe, et bien. Bon, ça, évidemment, c'est une situation très délicate, c'est-à-dire de constater, c'est l'histoire du pompier pyromane, en fait. C'est toujours très désagréable. Bon. Mais les outils intellectuels permettent de conduire à cette conclusion sans risque d'être contredit, parce que c'est une réalité. Alors, donc l'Académie a, bon an, mal an, tiré les signaux d'alarme. Mais, rappelons-nous une chose, que je n'ai pas dit, c'est l'Académie. Vous avez remarqué qu'elle a une épée, les académiciens ont des épées. Et les femmes adorent les épées. Bon, mais elles confondent parfois les épées, peut-être, avec des bijoux. Mais les académiciens aussi, rassurez-vous. C'est-à-dire que ne leur demandez pas à quoi sert l'épée. L'épée, c'est un signe de cour souveraine. C'est-à-dire que l'Académie française a été constituée comme une cour souveraine, pouvant même haranguer le souverain. Donc c'est le pouvoir souverain, c'est-à-dire que l'Académie, dans cet espace démocratique qui était la royauté, faisait qu'il y avait des corps qui avaient des pouvoirs et des libertés d'expression. C'était quand même très important. Et l'Académie, c'est l'instance souveraine pour dire le vrai de la langue. Or, quand vous avez l'article 2 de la Constitution, qui dit la langue de la République est le français, celle qui doit dire le vrai, c'est l'Académie, et elle ne le fait pas. J'ai fait une saisine de l'Académie française, c'est là que je suis rentré dans cette aventure pour le mot mariage, et je dois dire que j'ai fait une saisine, alors ce qui est amusant, parce qu'il faut être un peu drôle parfois, c'est la tragicomédie, il faut les deux, parce que la tragédie donne de la grandeur à la comédie, et la comédie fait respirer. Parce que s'il n'y a pas les deux, c'est quand même un peu dur à supporter. Eh bien là, le directeur du cabinet Mme Carré d'Encausse a répondu à la presse, lorsque j'ai envoyé la saisine au nom de l'Union nationale des écrivains de France, elle a dit « mais il n'a pas le droit de le faire ». C'est donc que ça avait marché. La saisine avait marché puisqu'il était saisi d'effroi devant... il s'est cru obligé de répondre. Bon. Et je dois dire aussi que toutes ces personnes qui ont pris des postures pour s'opposer à ce mariage, Taubira, eh bien, que j'ai contacté, les maires, aucun n'a voulu vraiment faire jouer
langue, et la langue est claire, le mot mariage n'était pas disponible pour l'usage qui a été fait. Pourquoi? Parce que la définition article 1 de la loi Taubira, c'est mariage, union de deux personnes de sexe différents du même sexe. C'est une définition de chose. Or, la définition de chose doit dire la chose, et on ne peut pas dire, pour faire court, un chat est un animal qui fait miaou ou qui aboie. Bon. Et donc, l'Académie devait s'opposer à l'utilisation de ce mot, indépendamment de toute autre considération, laissant au pouvoir la capacité d'inventer autre chose pour un autre usage. Et là, vous avez une trahison manifeste des statuts de l'Académie, parce que ce mot ne permet pas de comprendre la chose. Plus tout un ensemble. Donc c'est très important de se battre sur le front sémantique. C'est-à-dire que tout le monde peut faire tout un ensemble de choses, pas forcément droit, mais il faut mettre le bon nom sur la chose, puisque Molière disait bien, dans son immortelle préface au Tartuffe, vous savez c'est Tartuffe qui nous gouverne, c'est important, le mot tout, tous les inconvénients viennent du fait de mettre des choses différentes dans le même mot. Et le salut, c'est d'appeler les choses un chat et relais un fripon. Alors, donc, ça nous mène où? C'était que l'Académie est mise sous tension, excusez-moi du peu, par notamment ma saisine, qui est publique, qui est suivie par Raffarin, qui fait une fausse saisine. Je ne vais pas vous raconter tous les dessous, parce qu'on peut prendre une posture qui est une imposture, hein. Bon, ça c'est... Bon, une imposture. Comment? Écoutez, vous me posez la question, il faut toujours en laisser un peu pour le dessert. Mais, sous une exception, je vous raconterai. Parce que c'est très technique, c'est-à-dire que derrière tout ça, il y a des choses extrêmement techniques, des figures, des grandes figures. Et la population s'insurge, notamment, et déjà l'Académie est mise sous tension en disant « Que faites-vous? Que faites-vous » Et donc ça nous amène où? Ça nous amène le 5 décembre 2013, Madame Carrère d'Encausse, donc poussée par tout un ensemble de pressions, fait un discours extrêmement important, qui est un discours pour un appel solennel à la reconquête de la langue française. Le titre, c'est « À la reconquête de... » Bon. Alors, effectivement, que demande Mme Carrère d'Encausse en justifiant qu'il fallait passer à la reconquête? Et cette reconquête, d'ailleurs, je vous parlais de Maurice Schumann après, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que, on pourrait appeler tout ça l'histoire secrète de l'Académie française, bon, mais bon, c'est que elle demande solennellement, donc ès-qualité, solennellement au président de la République, en tant que protecteur de l'Académie, héritier de Louis XIV, c'est important, de déclarer 2014 l'année de reconquête de la langue française. Ça c'est beau ça. Voilà qui est bien envoyé. On se dit enfin, on sent du Richelieu et on sent de l'épée d'académicien. Et là, je vous rappelle que sur le pommeau de Madame Carrère d'Encausse, il y a quoi? Il y a Saint-Georges terrassant le dragon. Là, nous rentrons dans l'épopée, voire le sublime. Mais attendez la suite. Bon. 2014 se passe, Malbrouck ne revient pas. Bon. C'est-à-dire que rien. Alors c'est quand même hallucinant. Parce que quand on passe au plan symbolique, que l'institution responsable de la défense de la langue française appelle au secours son protecteur. Le mot protecteur veut dire protéger. Et que le protecteur ne fasse rien, c'est une rupture de l'axe politique et de l'axe sémantique. Donc là, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est on ne peut plus, c'est la désertion, c'est la trahison totale, c'est on peut mettre le mot que l'on veut, mais c'est, si vous voulez, la fin de le français, la langue de la République. Parce que si la République ne reconnaît plus la langue française, nous allons parler, comme la royauté reconnaissait, c'est qu'il y a un divorce total. C'est une révolution, pour employer le terme. C'est une révolution. Alors là, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que Mme Carrère d'Encausse n'a pas rendu public la non-réponse, et que personne, sinon moi-même, si je peux dire, n'a répondu jamais à cet appel. Puisque c'est au nom de cet appel que j'ai présenté ma candidature en 2014. Avant que l'année soit échue. Avant le terme échu, comme on dit. Bon. Mais alors, l'histoire continue, et vous avez les attentats de Charlie Hebdo. Et là, il y a un petit problème. Le président de la République va à la Sorbonne, parce qu'il faut toujours des lieux. La Sorbonne, c'est encore Richelieu.
faut toujours, la République n'est bien que dans les ordres de la royauté. Bon, sinon, ce qui est très important, et vous poserez la question si vous voulez, c'est savoir d'où vient la légitimité. Or, si à Versailles, vous avez l'institution la plus haute de la République, qui est le Congrès, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est bien Versailles qui confère la légitimité à cette institution de la République. Il faut bien comprendre le fonctionnement du symbolisme. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Eh bien, le 21 janvier, que se passe-t-il? François Hollande, qui lit son texte, dit « Il faut reconquérir les territoires perdus de la langue parce qu'une certaine jeunesse n'est plus capable de comprendre les valeurs de la République. » Pour faire court. Donc là, c'est un constat qui est quand même extrêmement symbolique et important, c'est que la République a besoin, pour que l'on comprenne ses valeurs, que vous connaissez, de comprendre la langue française, qui est la langue du roi, nous y viendrons. Et donc, ce discours est excellent, si je veux dire, est excellent, mais quel est le plan derrière? Et à l'époque, j'ai annoncé publiquement que ce ne serait pas suivi des faits. Parce qu'il n'est pas possible, ce n'est pas le plan actuellement de destruction de la langue, de restaurer la langue. Et ça ne manque pas, vous avez la réforme des lycées et l'Académie française qui joue son rôle, parce qu'il faut quand même, il y a le plus et le moins comme dans un bilan, mais elle joue son rôle, elle ne peut pas faire autrement d'ailleurs, et elle déclare que la réforme des lycées, des collèges, pardon, est un mauvais coup encore porté à la langue. Donc ce que je vous dis, c'est que 11 juin 2015. Bon. Et là, donc nous avons, l'histoire continue, et ça va nous amener à... ça nous amène, donc nous sommes maintenant sur le point, la reconquête de la langue française, et l'Académie ne parle plus de cette reconquête. Normalement, le président de la République aurait dit « Ah oui, à la Sorbonne, c'est vrai, l'Académie nous l'avait demandé », mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne voulaient pas répondre à cette politique de reconquête, et s'il n'y a pas eu de plan derrière, c'est que la mort de la langue française, en tant que langue souveraine, en tant que munie de tous ses attributs intelligents, en tant que latin des modernes, finalement, est inscrit dans ce que j'appellerais la haute ou la basse politique, si vous préférez. Alors maintenant, ça nous amène à l'élection du 3 mars. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est capital, c'est d'avoir des preuves. D'avoir des preuves. Est-ce que l'Académie remplit son rôle? Pas, peu ou prou. Or, l'élection à l'Académie française, c'était le moyen de savoir, finalement, si enfin l'Académie allait être en accord avec elle-même ou voter contre elle-même. Donc, j'ai présenté ma candidature, je vous la joue courte, c'est-à-dire que pour créer cette publication en masse, rien. Rien. Alors que j'ai quand même validé à l'intérieur de l'Académie le fait que cette lettre était, excusez-moi du peu, parfaite par rapport à la situation. Bon. Eh bien, donc, le jeu des médias, ça a été... bon, il y avait des candidatures multiples qui sont apparues, des tas de gens qui sont arrivés, si vous voulez. Je ne porte pas de critique, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est assez important, c'est que les médias sont focalisés sur la candidature d'un jeune Valentin, qui se présentait à l'Académie, quelle audace, à 15 ans, il voudrait être président. Enfin, bon, personne n'a dit qui il était vraiment, parce que c'est l'homme qui arrive. Je ne vais pas faire une comparaison désobligeante, mais enfin c'est un petit peu comme les médaillés du Salon de l'Agriculture. Il a plus de 10 prix, il est à peine arrivé en France, il se trouve avec 1 million de ventes, traduit en 40 pays, bon, et enseigné à l'école. Tout de suite. Donc c'est quand même assez étonnant. Alors qui est André Makin? Pourquoi a-t-il été choisi? Évidemment, il fallait un candidat totalement lisse pour présenter aux académiciens pour qu'il n'ait plus qu'à dire Amen. Bon. Eh bien, qui représente-t-il? Il représente le candidat de l'éducation nationale. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'Académie qui vous dit que le système éducatif détruit, un système qui est totalement détruit, qu'il faut battre. Et de l'autre côté, on vous élit, si vous voulez, le candidat de l'éducation nationale, parce qu'il représente quoi? Il représente le modèle du migrant. Et quand vous interrogez Makin, André Makin, il vous dit, c'est l'homme qui vous dit, il y a autant de langues françaises que de grands écrivains. Donc c'est une langue pour chacun, une langue pour tous, bon. Et il le dit lui-même, alors il est un peu hésitant, c'est qu'il n'est plus russe, il n'est pas reconnu par les Russes. Son succès à l'Académie française n'a pas été médiatisé en Russie, parce qu'il considère que
sa présentation, il a une présentation de la Sibérie qui est carton-pâte. Et quand vous lisez, je dis simplement le début parce que j'ai pris la peine de le lire. Bon, effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il parle au début de petite pomme. Alors il introduit, je crois qu'on est obligé de dire que c'est un faiseur. Moi j'ai fait ça quand j'étais plus jeune. Vous prenez des mots dans le dictionnaire, vous prenez des mots et vous dites des choses qui sonnent bien. Et si vous avez un lecteur cultivé, il s'y reconnaît. Et c'est un procédé commercial que j'ai bien connu. Hein, vous faites entendre. Et ce qu'il dit, il parle de la petite pomme au début. Alors il dit, en Sibérie, les femmes, elles savent très bien que quand elles sont flashées, c'est photo. Moi j'ai jamais vu une femme flashée, sauf peut-être en voiture. Bon, eh bien, pour être flashée, il faut qu'elles disent petite pomme, et que ça les rend féminines. Alors, moi j'ai essayé, petite pomme, c'est amusant, mais ça n'existe pas. Donc ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'il se présente quand c'est un homme apatride. Il suffit de lire, il le dit. C'est-à-dire qu'il dit, sa patrie c'est la littérature. Donc c'est même pas la littérature française. Ce n'est même pas la langue. Et dès qu'il a été élu, il est allé au micro pour dire, il ne faut pas avoir peur d'être traditionnel et classique. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Voyez cette machine médiatique. Bon, mais alors, juste à l'Académie, vous avez eu 55% d'abstention. Bon, vous avez eu seulement 12 votants réels. Mackin en a eu 15. Et j'en ai eu 2, ce qui est un exploit, puisqu'il y a eu un tir de barrage des médias qui ont voulu, qui ont écrit, donc c'est le point de M. François Pinault, qui est bien connu à Versailles pour son... disons que les œuvres de G.F. Cons, si vous voulez, qui a juste fait une publication le matin même du 3 mars, en disant si l'Académie, s'il y a un seul académicien ose voter pour Upinski, c'est donc qu'il y a un courant complotiste à l'Académie. Alors c'est très intéressant parce que ça pourrait être évidemment un motif d'annulation, si je peux dire, en termes électoraux. C'est-à-dire que c'est l'utilisation d'un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire pour empêcher l'Académie de voter pour le candidat de la reconquête de la langue française. C'est-il pas beau? Eh bien, on en est là. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous sommes tombés dans des médias de caniveau, mais au service d'une politique, si vous voulez, qu'on ne peut pas qualifier de caniveau, puisque c'est une politique de destruction. Voilà. Alors, maintenant, nous pourrions commenter là. Donc, c'est l'État. Alors, ceci dit, dans l'Académie, ça veut bien dire qu'il y a... Si on regarde ce qu'il y a derrière, les appels que j'ai eus, il y a tout un ensemble d'académiciens, effectivement, qui sont prêts à repartir à la conquête de la langue française. Je tiens à le dire, il y a le côté négatif et le côté positif. Mais là, ça a été une sorte d'électrochoc sur l'Académie qui a été faite en disant « Tous ces candidats ne sont pas sérieux, nous vous présentons quelqu'un qui a tous les prix, qui a tous les sacrements, votez pour lui, sinon vous allez déconsidérer et vous allez voir, on va vous traiter en isthme avec des mots que vous ne connaissez même pas. » Parce qu'il faut voir, quand j'en ai parlé à l'Académie, la réponse dit « Mais ce mot n'existe pas !» Eh oui, mais ce mot n'existe pas, mais il y a des balles. On a déjà vu des balles qui n'existaient pas qui tuent. Et donc c'est un défi que je vais lancer maintenant, parce que, vous savez, c'est comme au tennis, il faut faire toujours un retour. C'est évidemment de poser cette question, de cette problématique de l'Académie qui ne donne pas aux Français les moyens linguistiques, sémantiques, pour lutter contre ce terrorisme culturel, ce terrorisme qui empêche le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire, on en est. Et donc, je renvoie au statut de l'Académie, qui doit fixer les règles certaines permettant de traiter de tous les sujets, y compris de la langue, y compris de ce qui est le plus important, c'est l'hospitalité. Alors, pour conclure, toutes ces choses, donc vous voyez, nous sommes dans la situation d'un gouvernement qui est l'ennemi de sa langue, qui détruit sémantiquement sa population, comme son patrimoine, d'ailleurs. C'est-à-dire que, et alors, ces choses sont tellement difficiles que je voudrais terminer par deux choses. Pour vous montrer le génie dont on parle de la langue française, l'excellence et du fait que le monde entier, comme on dit, a besoin de la langue française. Et je voudrais vous parler, dire deux mots du classicisme et des débats qu'il y avait à l'Académie de Lamoignon, où vous avez l'art poétique de Boileau qui a été fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le classicisme, justement, parce que les gens disent c'est classique, c'est habillé classique, bon, tout est dénaturé actuellement, y compris le débat des anciens et des modernes. Je ne vais pas vous en parler maintenant, c'est le problème, mais le débat des anciens et des modernes a été totalement falsifié. Bon. Mais je vous en dirai deux mots si vous posez des questions, mais je termine par ces points. C'est que, donc, la notion, donc ce que fait le classicisme, c'est qu'elle dit que le vrai
et la notion de beauté est attachée à la substance de la chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot d'un côté et puis un sens d'un autre. C'est que la vérité est attachée à la substance. C'est-à-dire que est beau, une chose est belle lorsqu'elle réalise pleinement son essence. C'est ça le classicisme. C'est de dire que la beauté de l'œuvre littéraire lui doit être intérieure et qu'elle ne peut se résumer à des ornements ajoutés. Bon, donc, je ne vais pas... ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce débat extraordinaire, c'est que l'esthétique classique est d'une rigueur essentialiste. Bon. Et elle s'inquiète du fait, à l'époque de la fin du règne de Louis XIV, que finalement, c'était les ornements qui remplaçaient la vérité, la grandeur et l'élévation. Bon. Donc, et c'est là que l'on arrive à la question du sublime, mais disons, l'idée c'est du classicisme, c'est qu'il ne suffit pas de respecter les règles, les convenances, il faut rendre la vérité. Et c'est tout le problème actuellement de la littérature, dans laquelle la vérité a été abandonnée, et l'idéal de l'écrivain, c'est la vérité. Alors, juste un mot sur la querelle des anciens et des modernes, c'est que Bossuet, dans sa conférence faite, donc, dans la fameuse Académie de Lamoignon, a fait une conférence sur la poésie biblique. Et ce qui est très important, c'est que si on considère, comme on nous le fait considérer, que les modernes ont toujours raison sur les classiques, sur les anciens, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est que, juste un coup de projecteur théologique ou religieux, c'est que les anciens, c'était les païens. Les modernes, c'était les catholiques. Les anciens, si on traite des Romains, ou même de la démocratie grecque, bon, c'était la démocratie et la République. Enfin, je schématise. Tandis que les modernes, c'était la royauté de Louis XIV. Et en fait, derrière cette querelle des anciens et des modernes, il y a l'affirmation que le règne de Louis XIV n'a jamais eu les qualités d'aucun autre temps, mais y compris le catholicisme. Et quand vous avez Voltaire qui parle du siècle de Louis XIV, il veut le jouer contre l'histoire universelle de Bossuet. Donc je ne rentre pas dans ces détails, mais c'est pour vous dire que la querelle des anciens et des modernes n'est pas du tout ce qu'on nous enseigne, en nous disant ce sont toujours ceux qui viennent après qui ont raison, mais derrière cette querelle, il y a effectivement la question du sublime, du grand, de l'élévation qui est posée par ce sujet. Bon. Alors, et ce que disait quand même Boileau, je tiens à vous le dire, parce que le camp des anciens, c'était représenté par Boileau et par Racine. Or, Boileau, Boileau refusait à la religion chrétienne toute valeur de beauté. C'est un contresens absolu. Donc, tout ça pour vous dire que la simplification. Alors maintenant, la conclusion. C'est que, je vais vous citer quelques positions de personnages, en particulier Maurice Druon, qui, vous savez, qui venait de la Résistance, donc c'est une personnalité tout à fait incontestable, et qui arrivait à des conclusions qui sont tout à fait étonnantes. Et il vous disait, Maurice Druon, il pose la question de la crise actuelle, et il dit, les démocraties seraient-elles impuissantes à faire prévaloir les valeurs de la culture et de la civilisation dont elles se réclament? Je répète, les démocraties seraient-elles impuissantes à faire prévaloir les valeurs de la culture et de la civilisation dont elles se réclament? Donc c'est un combat sur les valeurs, c'est une question que se posait Druon et qui se pose actuellement. C'est qu'on voit que ce régime, qu'il appelle démocratie, mais est-ce vraiment une démocratie, si vous voulez, est destructeur des valeurs dont elle se réclame. C'est-à-dire que vous avez actuellement un gouvernement qui se réclame de la langue française et qui détruit la langue française. Il dit, l'idéal, certes, serait que la démocratie pût inviter efficacement l'artiste à servir la civilisation dans son éclat et l'homme dans sa grandeur. Ce qui veut dire que ce n'est pas le cas. L'idéal serait que de nos peuples jaillissent des mythes dont l'État, qui imprime la continuité de la nation, demanderait à l'artiste d'être l'interprète et l'illustrateur. Mais il va le lire 2 minutes, c'est absurde. On n'invente pas des mythes. On n'invente pas un mythe. Une société de communication dit, inventez-moi un nouveau mythe. Peut-être l'inversion des courbes du chômage. Il disait enfin, l'idéal serait que le mariage entre l'art et la démocratie cessa d'être un mariage blanc. Cette architecture environnante actuelle qui témoigne pour notre honte du mépris que l'homme... Bon, voici le genre de déclaration qu'il fait. Et ce qu'il dit,
Dans la querelle des anciens et des modernes, dit-il, il y a bien autre chose qu'une simple querelle dans cette crise des anciens et des modernes. Bien autre chose qu'une querelle. Il dit, il y a un conflit entre l'éternel et l'accidentel. Et l'éternel, c'est le sublime. C'est la recherche du sublime, c'est la quête à l'immortalité de la langue française, qui est le réceptacle de toutes ces valeurs qui conduisent au sublime. Et si la France est la première destination au monde touristique, c'est justement parce que les peuples du monde entier viennent y chercher ce goût du sublime, c'est-à-dire ce dépassement dans la société du caddie, du supermarché et compagnie. Et alors, ce que dit, il lance un appel, Druon, en disant, les valeurs suprêmes ne sont pas à inventer. Ne sont pas inventées. Effectivement, ces valeurs, nous les avons héritées des anciens. Ni à faire surgir d'on ne sait quel broyage. Les valeurs suprêmes sont des valeurs permanentes, et si la France souhaite être encore demain à l'avant-garde humaine, conformément à sa vocation historique, ce n'est pas en suivant la marée d'un art destructeur, ni en s'abandonnant à ce flot ravageur qu'elle y parviendra. Ce mouvement est peut-être général dans le monde, mais il est usé. Il arrive à la fin de course. Ce qui est destructeur se détruit soi-même. La France doit reprendre la tête d'un humanisme qui s'exprime et se traduit à travers des harmonies nobles, des architectures de prestige, un théâtre de grands conflits et de vraies satires, une littérature des grands témoignages ou des grands sentiments. Ce qui a totalement... Et en fait, vous arrivez à cette idée que la France est une constitution royale. Donc maintenant, la question c'est de remettre le peuple, si je peux dire, à la tête du pouvoir. Mais que veut dire le peuple? Et c'est justement ce que nous apprend la langue française. Le peuple n'est pas une masse informe, c'est une pyramide d'excellence. Alors, je terminerai maintenant par Franck Ferrand. Alors, simplement, je vais citer quand même Maurice Schumann, qui disait, en substance, le temps est fini pour l'Académie d'être un cénacle d'héritiers. Il faut maintenant forger les armes de la reconquête de la langue française. Maurice Schumann. Donc c'est bien, c'était il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Donc c'est l'appel de Maurice Schumann. Il y a l'appel de Maurice Druon, l'appel de Maurice Schumann. Et maintenant, je vais citer Franck Ferrand, qui l'a très bien dit, ça sera ma conclusion. C'est que, donc Franck Ferrand est une personnalité incontestable et agréable à entendre. Sur le linceul de Turin, il a fauté, mais à tout péché, miséricorde. Eh bien, Franck Ferrand a fait une déclaration extrêmement, c'était sur Figaro Vox, il y a un an, extrêmement importante, parce qu'il traduit avec son talent, on peut dire, l'âme populaire, l'opinion, la volonté générale, oserais-je dire. Quel sabir, dit-il, est-ce là? Quel étrange baragouin! Comment ne pas songer le cœur serré au verbe perlé du général de Gaulle, à la langue si nette de Pompidou, au phrasé un peu guindé de Valéry Giscard d'Estaing, aux formules toujours ténues de François Mitterrand, au parler savoureux encore de Jacques Chirac. Hélas, comme Nicolas Sarkozy avant lui, François Mitterrand semble avoir choisi de mépriser le français. On se prend à chercher les motifs d'un tel relâchement. En effet, sauf à croire le président frappé de sénilité précoce, ou une déficience intellectuelle, c'est fort, dit-il. Il faut imaginer un projet derrière cette affectation de nullité. Disons alors, si le dessein caché de M. Hollande est de nous préparer à je ne sais quel abandon, il est grand temps d'y mettre le holà. Ça, c'est l'appel de Franck Ferrand. Et ça, c'est de dire de telles choses, évidemment, c'est ce qui a conduit le point de François Pinault à menacer du mot complotiste l'Académie française. C'est-à-dire chercher à comprendre, ce n'est pas... c'est chercher à désobéir. Et il continue. C'est nous préparer, il est grand temps... Mon message tient un peu de mots, dit Franck Ferrand. Cette langue, monsieur, est notre patrimoine commun. Ses beautés appartiennent à tous ceux qui s'en donnent la peine. Elle est la dernière fierté des petits, l'ultime trésor des pauvres. Faites donc en sorte de ne pas trop l'abîmer, s'il vous plaît. Et en fait, la réforme de l'orthographe, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le pas a été franchi. Et en enlevant l'accent circonflexe, ce qui se prétend indûment une république, veut priver ceux dont parle Franck Ferrand, de la langue du roi. C'est-à-dire que la dignité qu'ils ont, la langue française, c'est la langue du roi. Et le paradoxe, c'est que, à partir du rapport Grégoire, les patois devaient être exterminés. C'est-à-dire que la langue du peuple
ce qui se dit République a détruit la langue populaire. Elle a imposé aux Français la langue du roi. Et les Français sont très fiers, peuple souverain, d'avoir la langue du roi. Et maintenant, ce qui se joue, c'est que cette dite République veut enlever au peuple la langue du roi en la dégradant. Et ça, c'est une révolution qui est à mener pour rétablir, il faut préserver la langue, et c'est cette bataille de l'accent circonflexe qui est la couronne des pauvres, que je vais m'employer, c'est-à-dire il est indispensable que tous ceux qui prétendent aimer la langue française se battent pour mener cette bataille finale, c'est-à-dire éviter cette destruction finale qui s'accélère à un point inimaginable. Et dans l'enseignement, et la réforme de l'orthographe, c'est pour dévisser de plus en plus, pour détruire la vision des choses, et voilà. Et donc moi je vous lance un appel, et je lance à ceux qui écoutent, c'est qu'il est vital, c'est le grand combat, c'est le combat sémantique, c'est-à-dire c'est la destruction de l'outil qui nous permet de penser, et avec ça, évidemment, d'accéder à toutes ces valeurs sublimes qui ont fait la France et qui doivent perpétuer. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, je vous remercie.